sur la prise en charge de l'asténonécrozoospermie et plus généralement sur l'importance de la prise en charge de l'homme dans l'infertilité. Car comme vous le savez, l'infertilité touche 15 à 25% des couples en âge de concevoir et le facteur masculin entre en jeu dans environ 50% des cas. C'est vrai que depuis l'avènement de l'ICSI, la part masculine a un peu été délaissée et mon but aujourd'hui, c'est de vous convaincre de l'importance de la prise en charge de l'homme pour aider ces couples dans leur projet parental. Donc chez nous, dans notre centre, tous les hommes dont les paramètres spermatiques sont altérés ont une consultation andro. Lors de cette consultation, on va mesurer le patient et le peser pour entre autres calculer son IMC. Je reviendrai tout à l'heure sur l'importance de l'impact de l'obésité sur la spermatogénèse. On va reprendre avec lui tous ses antécédents médicaux, chirurgicaux, urogénitaux. Et puis, on va évaluer ses expositions aux différents reprotoxiques et son exposition à la chaleur. Et puis ensuite, on l'examine. Avant de commencer, je voudrais vous présenter un petit cas clinique pour vous illustrer mon propos. Donc, c'est un patient qu'on a pris en charge qui a 38 ans, qui était ingénieur ferroviaire. Il n'avait pas d'antécédents particuliers, on notait un IMC augmenté à 35,5, il était fumeur et il arrive avec un premier spermogramme qui met en évidence une akinétozoospermie, donc une mobilité à 0% et une nécrospermie très importante. Sur le deuxième spermogramme, on demande en plus une biochimie séminale qui confirme ce premier diagnostic, cette akinétozoospermie avec la nécrospermie très importante. Et on a à la biochimie séminale une maltase qui est diminuée, qui signe une souffrance épididymaire. À l'examen clinique, on n'a rien de particulier, les volumes sont normaux, il n'y a rien de particulier à la palpation, pas de douleur. On lui fait une échographie scrotale et sur cette échographie, on met en évidence une varicocèle gauche de grade 3. Alors, c'est de grade 3 sur la classification de Sarteski, qui est la classification échographique. Je vous en parle très rapidement, mais le docteur Daoun parlera mieux que moi et plus de l'impact de la varicocèle. On décide de traiter cette varicocèle. Donc nous, on fait un traitement radiologique puisque c'est le circuit qu'on a à Montsouris. Et puis, le couple était assez pressé, donc au lieu d'attendre les 6 mois post-embolisation pour pouvoir commencer la prise en charge, au bout de 3 mois, on fait une tentative de congélation et on a le même résultat. Et c'est là où on les revoit en consultation et qu'on fait ce qu'on appelle, nous, le coaching andro, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en charge le patient dans sa globalité, c'est-à-dire que tous les drapeaux rouges qu'on a mis en évidence lors de la consultation, on va essayer de tout corriger. Donc la première chose, son surpoids, son obésité. Donc on va l'aider à maigrir, on va lui expliquer comment faire, on lui demande d'arrêter de fumer et on le suit dans son arrêt du tabac. Et puis, toutes ces expositions aux autres reprotoxiques, on va lui expliquer l'impact de tout ça et notamment l'impact de la chaleur. Donc, par exemple, il est ingénieur ferroviaire, ça veut dire qu'il est assis toute la journée et on sait que la chaleur a un impact sur la spermatogénèse très important. Et puis, on lui met un traitement en plus, donc anti-inflammatoire plus antioxydant. Je reviens sur ce traitement juste après. Et donc, quelques mois plus tard, on lui fait une tentative d'ICSI, soit 8 mois post-embolisation. Le patient fait un double recueil ce jour-là et on arrive à faire une ICSI pas spécialement difficile. Il y a 14 ovocytes, 8 matures, 2 blastos. On transfère en frais un blasto et ils ont une petite fille. Donc le but de mon topo, ça va être de vous expliquer l'impact et l'importance de vraiment tout ce temps d'andrologie, de prise en charge de l'homme pour pouvoir faire la tentative dans de meilleures conditions. Donc la première chose, ça va être l'impact de l'obésité. On sait que l'obésité a un impact sur la spermatogénèse, notamment l'IMC, mais aussi le tour de taille par rapport à la mauvaise répartition des graisses. L'IMC est corrélé négativement à l'inhibine B et à la FSH, et l'augmentation du tissu adipeux va entraîner une augmentation de l'activité aromatase des adipocytes et une augmentation importante des taux de stradiol. Cette augmentation de stradiol va entraîner un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça va diminuer la pulsatilité de la GnRH, diminuer la sécrétion de FSH puis de LH. Et donc, on a une diminution de la testostérone circulante. Donc, on a la diminution de la testostérone circulante plus une augmentation de son aromatisation. Donc,
c'est comme si l'homme se féminisait finalement. De plus, une alimentation déséquilibrée va conduire à un état inflammatoire systémique et une augmentation des dérivés de l'oxygène. Donc quand je vous parlerai des dérivés de l'oxygène, j'emploierai le mot ROS, c'est par rapport donc au stress oxydatif. Et puis le fait de manger vite, ça va entraîner un hyperinsulinisme qui va entraîner une diminution de la sensation de satiété et une augmentation de l'effet antilipolytique de l'insuline. Donc on n'utilise plus les graisses et donc le patient grossit. Et on demande aussi régulièrement aux patients un panoramique dentaire parce que un mauvais état dentaire entraîne une mauvaise mastication. Ça va diminuer la sécrétion d'endorphines et ça va diminuer la digestion. Et donc le bol alimentaire va être envoyé au niveau intestinal trop rapidement et il ne va pas être digéré et ça va entraîner une inflammation et un stress oxydatif. Le tabac aussi a un impact sur la spermatogénèse, puisque comme vous le savez, les cigarettes contiennent plus de 4000 composés chimiques, dont les alcaloïdes. Et il a été démontré que certains produits chimiques provoquent un déséquilibre entre les ROS et les antioxydants dans le sperme. Donc ça va entraîner un stress oxydatif qui va altérer la spermatogénèse, donc la qualité des spermatozoïdes, avec notamment une augmentation de la fragmentation et des paramètres spermatiques qui vont être vraiment diminués. Un très bref rappel sur la spermatogénèse, donc, qui a lieu dans les testicules, donc en extra-abdominal, puisqu'elle fonctionne à 34 degrés. C'est un processus donc continu qui va permettre la formation des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères à partir des spermatogonies, qui sont les cellules immatures. Ça débute à la puberté et un cycle dure 74 jours. Donc les spermatogonies sont au niveau de la périphérie des tubules séminifères. Puis on va avoir le spermatozoïde donc à la fin de la spermiogénèse au niveau de la lumière. Les spermatozoïdes sont immobiles et grâce à une différence de pression, ils vont aller au niveau du rété-testis, puis au niveau de l'épididyme. Et c'est au niveau de l'épididyme que les spermatozoïdes vont être stockés et vont acquérir leur mobilité. Et c'est là où ils vont être donc stockés entre les différentes éjaculations. Comme vous le savez, le sperme, c'est des spermatozoïdes et le liquide séminal qui permet entre autres le transport des spermatozoïdes. Et quand cette spermatogénèse est régulée par des phénomènes d'apoptose et de nécrose, et si c'est régulé positivement, ça va entraîner, entre autres, une nécrosospermie. Donc, fort de ce postulat, on comprend que le spermogramme, c'est le reflet de la spermatogénèse intratesticulaire, mais pas que. Donc, c'est la spermatogénèse, mais c'est aussi un reflet de la maturation et du stockage au niveau de l'épididyme. Il faut que les bonnes fonctions de la prostate et de l'épididyme soient optimales, que les deux voies séminales soient perméables et aussi qu'il y ait une bonne mécanique érectile et éjaculatoire pour permettre l'expulsion du contenu séminal. Donc l'OATS n'est qu'un symptôme biologique défini sur les spermatozoïdes lors de cet examen de sperme. Un bref rappel sur les définitions. Donc la nécrosospermie, elle est définie par un pourcentage de spermatozoïdes vivants inférieur à 58%. Dans la 6e édition donc, de 2021 du manuel du laboratoire de l'OMS, l'évaluation de la vitalité des spermatozoïdes est principalement recommandée si la mobilité totale est inférieure à 40%. Alors comment ça marche la nécrosospermie ? La nécrosospermie, elle peut survenir à la suite de plusieurs mécanismes physiopathologiques. Donc là, je vous les ai mis en deux groupes, testiculaires et post-testiculaires. Donc déjà, l'hyperthermie testiculaire, la spermatogénèse défectueuse et une rupture de la barrière hémato-testiculaire expliquent la physiopathologie testiculaire de la nécrosospermie par effet direct toxique et souvent réversible de la chaleur, par un excès de stress oxydatif et par la présence d'anticorps antispermatozoïdes. Concernant la physiopathologie post-testiculaire, si on a un mauvais environnement, au niveau de l'épididyme, on va avoir une augmentation du stress oxydatif et on peut avoir une inflammation et ou une infection. Pareil, je vous en parle un petit peu après. Et du coup, il va y avoir un effet spermicide au niveau de l'épididyme. Et le liquide séminal, il permet le transport des spermatozoïdes, comme je vous l'ai dit, contient des enzymes qui régulent l'apoptose. Et si on a une sécrétion par les glandes accessoires qui est qualitativement ou quantitativement anormale, ça va entraîner une des anomalies de ce plasma et donc altérer la vitalité des spermatozoïdes si ce transport ne se fait pas dans des conditions physiques, bactériologiques et biochimiques stables.
Comment on fait le diagnostic de la nécrozoospermie? Donc en spermiologie diagnostique, la méthode la plus utilisée, c'est la technique d'éosine-négrosine, où on va tester la membrane des spermatozoïdes. Donc si la membrane des spermatozoïdes est poreuse, l'éosine va passer au niveau des spermatozoïdes et donc le spermatozoïde va être coloré en rouge rosé, contrairement à s'il est vivant où là il va rester blanc. Et puis la négrosine va, elle, être une contre-coloration pour pouvoir différencier ces spermatozoïdes vivants des spermatozoïdes morts. Mais on ne peut pas utiliser ces spermatozoïdes ensuite pour une micro-injection, contrairement au test HOS, donc le test hypoosmotique, là qui va permettre d'évaluer l'intégrité fonctionnelle de la membrane des spermatozoïdes, puisque quand une cellule est saine, l'équilibre va vers un équilibre osmotique. Donc si on met le spermatozoïde dans un milieu hypoosmotique, ça va entraîner un afflux de liquide au niveau du spermatozoïde, donc au niveau du flagelle, ça va gonfler le flagelle, il va avoir un petit mouvement recourbé, et c'est comme ça qu'on va reconnaître les spermatozoïdes vivants de ceux qui sont morts, et on va pouvoir les choisir pour faire la micro-injection. Devant une nécrozoospermie, la première chose à faire, c'est d'éliminer les fausses causes de nécrozoospermie, donc de s'assurer que le recueil est fait dans de bonnes conditions et que notamment il n'y a pas eu d'ajout d'eau dans l'échantillon par le patient et que la phase préanalytique a été bien respectée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de solution antiseptique ni de savon. Concernant le diagnostic biologique de la sténozoospermie, donc après homogénéisation de l'échantillon, on fait un examen entre lame et lamelle et on évalue la mobilité des spermatozoïdes. Quelles sont les causes des nécroasténozoospermies? Souvent, ce sont des causes mixtes. On va retrouver des anomalies hormonales telles que la dysthyroïdie, donc par exemple dans le cas de l'hyperthyroïdie dans la maladie de Basedow, donc c'est vrai que ça touche plus les femmes que les hommes, mais dans ce cas-là, il y a des études qui ont rapporté que dans 40% de ces patients, on avait une nécrozoospermie importante. On peut expliquer ça par l'augmentation de la SHBG chez ces patients, donc ça diminue la testostérone biodisponible. On retrouve des anomalies vasculaires telles que la varicocèle. Donc la varicocèle, c'est une cause importante d'infertilité masculine puisqu'elle touche 15% de la population et elle est responsable de 50 à 80% des infertilités masculines, secondaires. Et donc c'est la principale cause d'infertilité masculine. C'est une dilatation anormale des veines du plexus pampiniforme autour du cordon spermatique. Et en fait, ça va entraîner une stase veineuse. Et donc, ça va réchauffer le testicule. Donc, ça va altérer la spermatogénèse comme ça. Et en plus, ça a été mis en évidence que plus le grade de la varicocèle est élevé, plus la sécrétion de ROS est importante, donc plus le stress oxydatif est important. Et donc, ça va aussi altérer la spermatogénèse. Tout comme le cannabis. Et en plus de ça, les patients sont fumeurs. Donc, les patients qui ont des varicocèles et qui, en plus, sont fumeurs, transforment clairement leurs testicules, notamment leur épididyme, en un véritable cendrier, c'est-à-dire que toutes les substances néfastes qui sont dans la cigarette vont directement au niveau de l'épididyme. Parce qu'en plus, le tabac, donc, il entraîne une augmentation du stress oxydatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça entraîne aussi une leucocytospermie et une oxydation de l'ADN des spermatozoïdes. Et on a donc une inflammation plus un stress oxydatif. Le cannabis aussi a un effet toxique. Alors cet effet toxique du cannabis, il peut être constaté via la présence de récepteurs cannabinoïdes dans le tissu testiculaire, donc au niveau des cellules de Sertoli et des cellules de Leydig. Ça entraîne une inhibition de la respiration mitochondriale, la perte d'énergie des spermatozoïdes suivie de leur mort. Je vous parle rapidement des patients qui sont atteints de la polykystose rénale parce que ces patients donc, ont des obstructions, dilatation kystique au niveau des vésicules séminales et ça va entraîner une stase des spermatozoïdes dans le tractus génital suivi de leur mort. Et en fait, ces patients-là, souvent le premier signe d'appel avant l'importante nécrozoospermie, c'est une hémospermie. Et en plus, c'est aussi pour vous rappeler l'importance que quand on fait une échographie testiculaire, il faut toujours faire une échographie rénale, passer un coup sur les reins rapidement pour s'assurer que c'est OK à ce niveau-là. On sait aussi que les nécrospermies sont plus importantes chez le patient âgé. On l'explique par une altération des sécrétions des glandes accessoires et le syndrome métabolique associé à l'obésité, androïde,
augmente le stress oxydatif et les phénomènes inflammatoires. Et puis en plus, l'obésité androïde, donc ça va chauffer aussi. Donc on a en plus l'impact délétère de la chaleur. Donc par rapport au stress oxydatif dont je vous parle depuis tout à l'heure, le stress oxydatif, il est considéré donc comme une cause importante et plausible de l'infertilité masculine. Dans un corps sain, les pro-oxydants et les antioxydants restent en équilibre parce que les ROS jouent quand même un rôle important dans des processus physiologiques tels que la capacitation, la réaction acrosomique, l'hyperactivation des spermatozoïdes et la fécondation. Et quand on arrive à un déséquilibre entre la sécrétion de ROS et la capacité antioxydante du plasma séminal, ça va altérer en fait la spermatogénèse parce que les spermatozoïdes vont être incapables de restaurer les dommages induits. Et donc ça va entraîner donc une fragmentation et puis une altération de tous les paramètres spermatiques. Les sources de ROS sont donc les sources exogènes, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Et dans les sources endogènes, on va retrouver donc la varicocèle, dont je vous ai parlé aussi et qui sera abordée après par le Dr Daoun, mais aussi la présence de leucocytes et de spermatozoïdes immatures qui sont présents au niveau du plasma séminal. Puisque donc les leucocytes, ce sont des leucocytes peroxydases positifs qui proviennent de la prostate et des vésicules séminales, et lorsqu'on a une infection ou une inflammation, elles vont libérer jusqu'à 100 fois plus de ROS que la normale. Et les spermatozoïdes immatures, contrairement aux spermatozoïdes matures, ont un cytoplasme qui est plus important, et cet excès de cytoplasme résiduel va activer le système NADPH, et ça va avoir pour conséquence l'augmentation des ROS et donc une augmentation du stress oxydatif. Concernant les IgAM, donc les infections, inflammations des glandes annexes masculines, qui sont une grande cause aussi de nécroasténosospermie, ce papier qui date de 2012 nous permet de poser le diagnostic d'IgAM. On pose le diagnostic d'IgAM devant une altération des paramètres spermatiques plus deux facteurs de ces différents groupes. Le premier groupe, c'est le groupe A, donc ce sont les facteurs cliniques. Donc à l'interrogatoire, on va rechercher donc les antécédents d'IST, d'épididymite ou d'infection urinaire. Et l'autre signe, ça va être une altération, enfin une anomalie au niveau de l'examen clinique. C'est hyper important d'examiner le patient parce qu'en fait, il y a beaucoup de patients qui ont, quand on examine au niveau épididymaire, des douleurs à la palpation épididymaire. C'est très très fréquent. Je pense que nous, on est à un patient sur 3, un patient sur 4 qui a une épididyme douloureuse à la palpation. Les facteurs du groupe B, on ne les utilise plus puisqu'on ne fait plus de massage prostatique, et les facteurs du groupe C, ce sont les facteurs spermiologiques. Et donc, une fois qu'on a posé le diagnostic d'IgAM, on va voir comment on va traiter ces asténonécrozoospermies. Comment on les traite? La première chose à faire, c'est le traitement étiologique, et c'est vraiment la partie la plus importante. C'est-à-dire que comme on a vraiment screené le patient lors de la première consultation, la consultation d'andrologie, la première, elle dure 3/4 d'heure, 1 heure, parce que vraiment, on va avoir un interrogatoire policier sur le mode de vie. Et vraiment, le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est que c'est vraiment très important. Donc, on fait un traitement étiologique. Et puis ensuite, il n'y a pas de consensus par rapport au traitement qu'on va utiliser. Donc nous, on utilise des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour réduire le processus inflammatoire au niveau épididymaire. Donc comme je vous dis, il n'y a pas de consensus. Nous, on a 2 protocoles, un protocole long et un protocole court. Le protocole long, ça va être sur 3 mois. On va mettre des AINS 2 semaines par mois pendant 3 mois. Et le protocole court, ça va être 3 semaines en continu. Et on ne met pas d'antibiotiques en systématique. On met des antibiotiques seulement si on a une spermoculture qui est positive. Et puis on va utiliser des antioxydants, les antioxydants pour combattre les effets néfastes des ROS, donc de ce stress oxydatif. Ça, on le met en continu entre 3 et 6 mois. Mais quel antioxydant il faut choisir? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Donc je ne sais pas au Maroc ceux qui sont commercialisés, mais là, je reprends avec vous une revue de la littérature qui met en évidence en fait les substances qu'il faut qu'il y ait dans un antioxydant, et surtout la posologie, puisqu'il faut pas surdoser le patient, donc il faut qu'il y ait vitamine E, vitamine C, les coenzymes, le zinc, etc.
Et puis, le but de ce traitement, c'est d'empêcher la formation des ROS, d'éliminer ceux qui sont déjà présents et surtout de protéger l'ADN des spermatozoïdes. Donc, en conclusion, le spermogramme, c'est seulement un reflet du passé, du présent de l'homme. Et en fait, quand on prend en charge un homme infertile, cette prise en charge ne se résume pas seulement à la lecture de son spermogramme. On va vraiment chercher, j'insiste beaucoup, les causes, les étiologies, les causes des anomalies, des anomalies de ces paramètres spermatiques, et on va vraiment le coacher pour avoir une meilleure hygiène de vie. On le prend dans sa globalité pour permettre aux couples d'aboutir à leur projet parental. Voilà, je vous remercie de votre attention.